Bonjour Simone Giuseppi, nous sommes heureux de vous accueillir au Cercle de généalogie juive. Vous allez nous parler de la Corse, terre d'accueil, terre d'exil. Les Juifs en Corse entre 1914 et 1918. Votre patronyme est Corse. Il vous vient d'un lointain ancêtre, parti de Corse en 1791 pour s'installer loin dans les tropiques sur les côtes du Venezuela, sur l'île de la Trinidad. Mais vous êtes un sujet de sa gracieuse majesté. Vous êtes né en 1941 à Londres sous les bombes et votre père est un héros de la RAF. Vous avez fait des études de droit à Oxford, vous avez fait une carrière dans l'industrie du papier, puis à partir de 1995, vous avez entamé une autre carrière, celle de généalogiste et d'historien. Ce qui a motivé cette nouvelle carrière, vous aviez dit que ce n'était pas vraiment une carrière avec beaucoup de modestie, mais si c'est une vraie carrière, étant donné le travail considérable que vous avez accompli, c'est le décès de votre père en 91 et l'obligation pour vous d'aller à Trinidad vous occuper de papiers de famille. Et là, vous rencontrez les tombes beaucoup de tombes de Corse, d'habitants de Trinidad qui venaient de Corse, et vous avez entrepris un travail très très important à l'aide d'un historien et prêtre, et en dépouillant les archives paroissiales. Votre travail, je dis que c'est un travail généalogique et historique parce que pour chaque Corse de ces familles, vous avez fait un véritable dossier historique. Et vous avez publié un livre qui a reçu le prix, enfin les encouragements et compliments qu'il méritait. Ensuite, vous avez tissé des liens avec les familles corses qui étaient restées sur l'île. Et vous-même, vous avez renoué avec vos racines corses en 97. Votre travail ne s'est pas arrêté là. En Corse, vous êtes occupé, et au-delà même, je pense à tous les musées que vous avez fréquentés, vous avez fait un travail d'archéologie à partir d'une découverte, une découverte liée à l'âge de fer, je crois que ça date de 1900. Puis, vous avez continué un travail d'historien, toujours en Corse, à partir de dessins humoristiques laissés par quelqu'un qui avait été interné, un sujet autrichien, pendant la Grande Guerre. Et à partir de ces dessins humoristiques, vous avez élargi à tous ceux qui étaient internés, les internés civils, les ennemis. Et ça a donné lieu à un livre qui a été récompensé. Même en 2019, il a eu le prix de la ville d'Oleta, un jury présidé par Patrick Poivre d'Arfort. On voit donc 3 types de travaux, 2 livres liés à la Corse, ce pays auquel vous êtes liés. Donc, je pense que maintenant, nous avons envie de vous écouter. Je demande aux participants donc, de ne pas réouvrir le micro et vous pourrez poser toutes les questions que vous voudrez à Monsieur Simon Giuseppi, vous les poserez par le chat et vous pourrez également les poser en cliquant sur la main. C'est à vous, Simon. Très bien, merci beaucoup Claire pour cette introduction. Qu'est-ce que je dois faire? Je dois arrêter déjà. Je dois Tu dois commencer. Commencer. Ah oui, je commence tout de suite. Oui, mais je vais avancer. Alors, donc, bonsoir à tout le monde. Je ne pouvais pas imaginer il y a un an, lorsque j'ai eu mon premier contact avec Françoise Darmon et votre association, qu'un virus ferait tant de dégâts et m'obligerait pour mon intervention à avoir recours à Zoom.
c'est ma première expérience de cette technologie. Je dois aujourd'hui maîtriser simultanément Zoom, PowerPoint, la matière de ma conférence et une langue étrangère. Oui, cet accent prononcé me trahit. Je vous demande donc à toutes et à tous que je remercie de votre présence, d'être indulgents et pardonner toute hésitation ou fausse manœuvre avec le matériel. En effet, je ne me sens pas très à l'aise et on me dit aussi que je dois sourire. Je tiens à remercier Françoise Darmon et aussi Joëlle Alouche. Elles sont peut-être toutes les deux avec nous ce soir. Françoise pour l'invitation initiale, Joëlle pour l'aide précieuse qu'elle a apportée à la préparation de mon article paru en juin dernier dans votre revue. À Claire Clerval, bien entendu, qui a pris le relais de Françoise, qui a renouvelé votre confiance en moi dans des circonstances très, très différentes de celles prévues et maintenu votre invitation. C'était elle aussi qui m'a initié au mystère de Zoom, donc surtout à elle, un grand merci. Thank you, chère Claire. J'aurais bien aimé vous parler de tous ces étrangers que nous avons accueillis en Corse durant la Première Guerre, les internés civils, les prisonniers de guerre, les réfugiés serbes et les Syriens. Mais finalement, j'ai compris que cela me prendrait trop de temps. Je reviens donc à quelque chose de moins ambitieux. Je vous expliquerai brièvement dans quelle Corse ont été évacués les Israélites, me contentant juste de faire quelques parallèles entre ces différentes populations. La Corse, montagne dans la mer, comme on dit, était et reste la plus pauvre région de France. Handicapée par son insularité et sa géographie, son industrie déjà faible avait été décimée tout au long du XIXe siècle par un régime douanier discriminatoire et son agriculture restait essentiellement une activité de subsistance. Un chemin de fer de taille réduite ne compensait pas un réseau routier inachevé où très peu d'automobiles circulaient. En 1914, il fallait compter 8 heures minimum en cabriolet par la route qui passait et passe encore à travers la montagne et via Corte. Quelques progrès dans l'assainissement des embouchures des rivières avaient néanmoins déjà réduit le problème historique du paludisme en été. En 1908, Georges Clemenceau, alors en même temps président du Conseil, c'est-à-dire Premier ministre et ministre de l'Intérieur, avait écrit au président de la République, et je cite, « La pauvreté du pays est extrême, rien de comparable. Ni la Bretagne, ni les Hautes-Alpes, ni peut-être aucun pays de l'Europe ne peut donner une idée de la misère et le dénuement actuel de la Corse. » Pour les jeunes Corses, l'émigration se présentait comme seul échappatoire. Sans avenir dans l'île, y partaient faire fortune dans les îles ou participer à la construction de l'empire colonial français, le plus souvent engagés dans l'armée ou dans la fonction publique. Pauvre, la Corse était ainsi peu peuplée. Les plus grandes villes, Ajaccio et Bastia, ne comptaient que quelques milliers d'âmes. Les campagnes n'avaient pas encore connu la désertification. Mon village d'origine, Méria, dans le nord du Cap Corse, moins de 100 habitants aujourd'hui, on comptait presque 1000 en 1900 grâce aux activités d'une mine, d'un petit port, un cheptel de brebis et de chèvres et un peu de raisin. C'est la Grande Guerre qui mettra fin à tout ça.
La mobilisation videra l'île plus qu'ailleurs, car des mesures discriminatoires y sont appliquées. Et la mobilisation ne concernant que les hommes, ce sont donc 52 800 jeunes, l'espoir et l'avenir de l'île qui s'en vont. Le pourcentage de victimes sera également anormalement élevé, car l'effectif corse, constitué essentiellement de simples soldats venant de la paysannerie, très peu d'officiers, est particulièrement exposé sur le front. Pourquoi cette Corse-là, pauvre et isolée, sera-t-elle désignée par le gouvernement français pour recevoir tant d'étrangers et en particulier les réfugiés venant de la Palestine? Nous verrons que pour chaque catégorie, les raisons peuvent varier. Mais ce qui est vrai pour toutes les catégories, c'est que l'île privée de ses forces vives accueille avec enthousiasme, bien entendu, tout apport de main-d'œuvre et toute nouvelle population qui apporte de l'argent frais, des subventions de la République ou d'ailleurs. Attention, votre micro s'est fermé. Ça va mieux? Ça va? Vous m'entendez? Oui, c'est bien maintenant. Oui, oui. OK. Donc, globalement, le nombre des étrangers est comparable aux victimes corses. Ce n'est qu'une statistique. Arrive au début de la guerre, d'octobre 14 à janvier 15, les 2000 prisonniers civils à la charge du ministère de l'Intérieur. Les 6000 prisonniers militaires capturés au fur et à mesure des hostilités à la charge du ministère de la Guerre débarquent à partir d'octobre 14, puis progressivement pendant toute la durée de la guerre. Prisonniers civils et prisonniers militaires, ce sont des ressortissants de pays ennemis. Par contre, les réfugiés sont, dans le cas des Serbes, des ressortissants d'un pays ami. Dans le cas des Israélites syriens, une communauté sous la protection de la France, mais habitant un pays ennemi. La guerre en Europe est déclenchée en août 14. L'Empire ottoman reste neutre pendant les premiers mois, espérant tirer profit de l'épuisement et des pertes des autres grandes nations. Et il ne se déclare que fin octobre. Comme nous avons vu avec Alexandre Beder récemment, l'Empire ottoman, en déclin d'influence depuis fort longtemps, voyait son territoire se rétrécir des deux côtés du Bosphore et en Afrique du Nord. Il était fatigué et en convalescence, sortant à peine d'un autre conflit dit la Deuxième Guerre balkanique, se terminant en août 1913. Si la motivation de l'Ottoman était territoriale, refaire son empire, il ne faut pas se leurrer, tous les pays belligérants avaient des raisons de même ordre, même si, bien entendu, ils ne le disaient pas. Pour chacun, la vertu était de son côté, le mal de l'autre. Voici comment on se présentait sur fond de guerre la triple entente, l'alliance de la France, la Russie et la Grande-Bretagne. La puissance maritime de cette dernière est symbolisée par l'ancre. Et voici l'adversaire, un groupe de 3 vieux monstres, l'empereur austro-hongrois, le sultan de la Sublime Porte et Guillaume II, le triplice ou axe du mal. Les Allemands, bien entendu, voyaient la situation différemment.
Le vrai méchant, c'est la Grande-Bretagne, sorte d'araignée, insecte immonde et envahissant, qui étend ses pattes tentaculaires partout en Europe et en Méditerranée, à Gibraltar, Malte et Égypte, qu'on voit, et affronte l'aigre couronné teuton. Chaque pays caricaturait à sa façon ses voisins, surtout ses ennemis. Dans ce contexte de guerre de propagande, la France et l'Allemagne, par exemple, se dénoncent mutuellement concernant le traitement des prisonniers civils, pour lesquels il n'existe pas encore de cadre juridique. Des conventions bilatérales combleront ce vide et fixera le sort des femmes, enfants et personnes âgées, le droit concernant le travail, les régimes alimentaires et vestimentaires, l'hygiène et la santé. L'internet civil, par exemple, ne sera pas corvéable. Il n'est donc pas autorisé de l'obliger à travailler. En Allemagne, on ne respecte pas trop cette interdiction. Alors que pour les internés civils allemands et autrichiens en Corse, représentant une panoplie de professions, ils seront sollicités et la moitié d'entre eux environ se portera volontaire au très grand bénéfice de l'économie insulaire. Par contre, il n'est nullement question dans cette Première Guerre mondiale de maltraitance ou de persécution de minorités dans les pays d'Europe occidentale. Mais à l'autre bout de la Méditerranée, comme on constate dans la propagande ici, les Ottomans sont accusés de persécuter les minorités religieuses. Qu'en était-il réellement? Propagande à part. Vous savez sans doute mieux que moi, les chrétiens, les arméniens et assyriens étaient effectivement l'objet de persécutions, victimes d'une extermination systématique, d'un génocide, comme dirait Stans, car plus de 2 millions de chrétiens périront. Pour les Juifs, la difficulté était ailleurs. On estime le nombre de Juifs en Palestine à cette date à environ 85 000, ou un peu plus de 10% de la population totale. Plus de la moitié de ces Juifs venaient de Russie, ce qui nous permet de nous faire une idée assez précise du nombre de séfarades, sans doute autour de 40 000. Une grande partie de ceux-ci venaient des pays du Maghreb, notamment d'Algérie, Maroc et Tunisie, ce qui leur conférait la nationalité française et la protection de la République. La nationalité française était aussi une justification d'un refus de la conscription et le moyen d'éviter l'obligation de se battre pour la Turquie et contre la France. C'est pour obtenir leur conscription, justement, que les autorités ottomanes faisaient pression sur cette population pour que ces étrangers sur le sol ottoman deviennent pleinement des sujets ottomans. Il les privait des droits et privilèges acquis et les harcelait de maintes façons. Je reviens, pardon. La majorité des Juifs voulaient partir et ceux qui le pouvaient, évacués par les pays neutres, les États-Unis et l'Italie, débarquaient par milliers en Égypte, à Alexandrie principalement. Lorsque l'Égypte, en ayant accueilli 10 000 a dit stop, les derniers à fuir furent dirigés à la Canée sur l'île grecque de Crète, où ils arrivent au mois d'août 15. La Canée est pure coïncidence la ville natale d'Elefthérios Venizelos. Venizelos était alors premier ministre grec, mais il était en désaccord avec le roi Constantin, qui, marié avec une Allemande, penchait pour allier la Grèce avec l'Allemagne. Dans cette période difficile et incertaine, la Grèce a donc demandé aux Juifs de repartir, et c'est ainsi que la France est intervenue pour secourir ceux qui avaient la nationalité française et les envoyer en Corse.
Pendant leur séjour de 3 mois en Crète, c'est le directeur de l'école de l'Alliance à Salonique, Joseph Nehama, qui s'est occupé de l'installation des Syriens et de l'éducation de leurs enfants. Homme organisé, il a laissé des archives où la communauté est analysée par nationalité, ville d'origine, constitution de famille. Malheureusement, nous n'avons pas ces renseignements, en particulier pour les 744 embarqués le 2 décembre 2015 par la France à destination d'Ajaccio. Les Syriens, notre sujet, sont le plus petit contingent d'étrangers, seulement 200 familles environ. Pourquoi les envoyer sur une île qui reçoit déjà des milliers d'autres étrangers et où l'administration et l'infrastructure sont par conséquent déjà très éprouvées? En réalité, au moins deux questions se posent. D'abord, pourquoi France a-t-elle désigné la Corse comme destination? Et ensuite, comment ces réfugiés-là ont-ils pu s'intégrer avec autant de facilité? Pour répondre à la première question, il faut se rappeler que la France, à cette époque, est encore tiraillée par l'affaire Dreyfus. N'était-il donc pas plus sage de mettre ces Juifs à l'abri, loin des grandes métropoles? Puis, parmi les Juifs, beaucoup de métiers sont représentés et donc, en les envoyant encore en Corse, la France comble partiellement le besoin criant de main-d'œuvre et de savoir-faire. Pour la deuxième question, à savoir l'intégration réussie du groupe, d'abord, Florence Berceau perçoit la Corse, contrairement aux autres îles majeures de la Méditerranée, comme n'étant pas une destination habituelle de la diaspora juive. De l'Antiquité à la fin du 19e siècle, il y a eu peu ou pas de Juifs, elle dit. Son argument se résume donc que ne connaissant pas les Juifs, les Corses ne pouvaient pas entretenir envers les nouveaux venus des ressentiments négatifs, pas plus que positifs d'ailleurs. Didier Long, lui, soutient tout le contraire. Pour lui, la Corse est une île juive, en ayant accueilli des quantités depuis au moins le 8e siècle. Ces immigrés, selon lui, ont assimilé et ont marqué leur présence par un transfert de culture, imprégnant la langue, les noms des lieux, les patronymes, le folklore, les rites, tout. Sans se dire juive, la Corse l'est. Pour Long, que vous connaissez peut-être, converti du catholicisme, il était moine bénédictin, pas moins, il est devenu rabbin. Selon lui, les réfugiés syriens étaient, pour ainsi dire, chez eux, parmi les leurs. Cela me semble un peu fantaisiste, mais bon. Un autre facteur qui a joué peut-être, toutes les villes de Corse, à l'exception de Corté et Sartène, sont des ports. Les ports sont des plaques tournantes, des comptoirs commerciaux où les bateaux marchands de toutes les nations font escale et les équipages se mêlent. Ce brassage crée naturellement une meilleure compréhension entre les peuples et une plus grande tolérance envers l'autre. La Corse reconnaissait sans doute aussi très facilement dans les réfugiés leurs semblables, des gens pauvres et opprimés, une population obligée de s'expatrier. Cela aussi crée une solidarité. Voilà donc la Corse que rencontront les réfugiés israélites syriens en décembre 15. Une île qui est isolée déjà par sa position géographique, mais encore plus par la guerre. J'aurais pu vous parler de cette isolation exacerbée par la guerre en Méditerranée, mais le temps manque et peut-être qu'on peut en parler brièvement si ça vous intéresse au moment des questions. La Corse, comme je l'ai dit, avait peu d'expérience des Juifs, en tout cas récente.
À Ajaccio, en 1915, il n'y avait qu'une seule famille portant le patronyme Israël, alors qu'à Bastia, il n'existait que les survivants d'un petit groupe arrivé de Constantinople dans les années 1890, qu'on appellera dorénavant les Turkunos, pour les différencier des nouveaux venus, les Syrianos. On peut noter en passant qu'on ne rencontre nulle part le mot juif. On parle exclusivement d'Israélites. Le préfet de Corse, Albert Henry, à qui incombait la responsabilité des réfugiés, a tenu à recevoir les Syriens avec tous les égards. Il a convoqué l'ensemble des hauts fonctionnaires, les notables et les élus à Ajaccio à une réception d'accueil qui a eu lieu dans un grand bâtiment qu'on voit ici en front de baie, à 2 minutes à pied de la préfecture. Le grand séminaire qui est mis à la disposition des Syriens et leur servira de logement, lieu de culte et de réunion. Madame Henry, épouse du préfet, prénommée Marthe, reçoit son carton d'invitation comme tout le monde. Son mari écrit « J'ai l'honneur de vous prier de vouloir bien assister, etc. » à l'arrivée des réfugiés français expulsés de Turquie. On est le 12 décembre et c'est comme ça qu'il est décrit des réfugiés français expulsés de Turquie. Dominique Pugliesi-Conti, maire d'Ajaccio, prend à la charge de la ville toutes leurs dépenses courantes pour faciliter leur installation. Il passe un contrat avec un hôtel qui est déjà fournisseur des prisonniers de guerre de Castellucci. Il fournira pendant les premiers 10 jours gratuitement pour les Syriens les repas, bien entendu, cachers, la vaisselle et les couverts nécessaires, les éclairages, etc. Par la suite, ceux qui peuvent se le permettre, quelques privilégiés, s'installeront dans les appartements en ville. Les enfants dormiront séparés de leurs parents dans les dortoirs de séminaire ou en ville chez l'habitant. Que le préfet et son épouse et la mairie d'Ajaccio s'intéressent aux réfugiés, très bien. Mais il fallait que la communauté se prenne également en main. Albert Navon, directeur de l'école normale israélite orientale, ce même Navon qui plus tard écrira l'histoire de cette institution pour les années 1865 à 1935, viendra de Paris à Ajaccio exprès, aider à jeter les bases d'une organisation. Un comité franco-syrien pour les réfugiés israélites de Palestine est constitué et Jacob Eknin, ici au centre, barbe blanche, est désigné grand rabbin à sa tête, secondé par Jacob Moshe Toledano, ici sans doute le grand à sa gauche. Dans le groupe, il y avait plusieurs Toledano, dont 2 rabbins. À droite de l'écran, on voit la famille de Jacob Moshe, fils de rabbin Judas, qui, lui, le père, né au Maroc, a mené une migration en 1862 de 300 familles juives du Maroc en Terre Sainte. Le fils, Jacob Moshe, grand érudit, spécialiste et collectionneur de documents juifs en terre arabe, futur ministre du culte dans le gouvernement de Ben Gurion, à Ajaccio n'était qu'un rabbin parmi d'autres, qui, en toute modestie, enseignait l'hébreu aux enfants. Je ne sais pas quel est, s'il y en a, le lien de sang entre Jacob Moshe et Meir Toledano. Ce dernier rabbin aussi. Meir, plus tard, aura la charge, jusqu'à sa mort en 1970, de la synagogue de Bastia. En tout cas, les 2 Toledanos sont beaux-frères, car ils ont
épousé tous deux des sœurs d'une autre famille rabbinique, les Schluch. Jacob Eknin avait été grand rabbin de Tibériade et donc sa nomination à Ajaccio s'imposait tout à fait logiquement. Mais Salomon Kiki n'avait pas cette même perception. Il s'était autoproclamé chef spirituel et temporel de la communauté. Cela n'a convaincu personne. Il a été débouté et on ne trouve plus de traces de lui dans les archives après cette première dispute. Gabriel Citéon ne laissera pas de traces de son séjour en Corse, autre qu'une attestation venue de la personne désignée par la préfecture pour veiller sur les Israélites, recommandant Gabriel qui veut partir à Alger et où il va enseigner l'hébreu. Salomon ben Samoun, lui, exercera les mêmes fonctions qu'Eknin pour les Juifs marocains déplacés d'Ajaccio à Bastia. Comme Eknin, Ben Samoun va très bien remplir son rôle. Bon administrateur, soucieux aussi de maintenir de bons rapports avec les autorités bastiaises, les écoles et le sous-préfet Charles Guibou. Il ne rate aucune occasion, la fête nationale ou une victoire militaire, d'écrire et féliciter ses hôtes ou renouveler ses remerciements à la France de tous ses bienfaits. Voici deux documents parmi les centaines. À gauche, une enveloppe écrite sans doute de la main du rabbin Ben Samoun lui-même, adressée à un certain Yaouda Ben Samoun à Tanger, lui aussi grand rabbin. C'est la seule indication que nous ayons concernant les origines de Salomon. Yaouda est peut-être son père ou un frère. La lettre à droite, envoyée au préfet par les représentants de la communauté ajaxienne, Toledano et Abo, est instructive car elle est datée du 14 juillet 19 et concerne la fête nationale. Nous verrons plus tard que la signature d'un armistice n'annonçait pas un retour proche des réfugiés en Palestine ou ailleurs. Presque un an s'était écoulé depuis la fin des hostilités. La plupart des Syriens sont toujours en Corse et devront attendre encore longtemps avant de partir. Sur cette photo, on voit au centre, avec son chapeau spectaculaire, Marthe Henry, épouse du préfet, entourée des dames d'Ajaccio. Ces femmes distribuent des vêtements aux Israélites nécessiteux. Le rabbin Eknin, devant la colonne à gauche, observe l'opération. D'où la question de savoir comment ces réfugiés ont pu survivre et ont quitté leur pays, laissant derrière presque tout. Excusez-moi, je me perds un peu. Porteurs de passeports et de nationalité française, les Syriens reçoivent de la France un pécule journalier ou hebdomadaire. Ces rentrées financières intéressent bien entendu la Corse aussi. Mais ce pécule ne leur suffit pas. Il faut parer au plus pressé, trouver ailleurs de l'argent ou de l'aide en nature, puis mettre un maximum de gens au travail. Le préfet et son épouse cherchent donc des contributions en Corse, en France continentale et plus loin. L'Alliance universelle interviendra, bien entendu, Solidarité juive oblige. Le syndicat des enseignants corses proposera des livres de classe. Une résidente aisée d'Ajaccio fera venir des caisses de vêtements et une quantité de lait condensé. Beaucoup de gestes de solidarité. Le Conseil de secours national enverra de Paris un très grand nombre de vêtements. Quelques organismes refusent, se disant non concernés, déjà trop sollicités ailleurs, notamment par la même Marthe Henry,
qui œuvre également pour les réfugiés serbes dans l'île, non moins dans le besoin. Mais globalement, la réponse est positive et les demandes des réfugiés sont satisfaites en temps et en heure. Voici à droite le préfet Henry en uniforme, puis en civil au milieu de son personnel à la préfecture. Il était déjà en poste au début de la guerre et il n'a été remplacé que vers la fin du conflit. C'était un homme énergique, juste et très apprécié en Corse. Il s'est engagé dans tous les dossiers, même ceux qui strictement n'étaient pas de son ressort. Par exemple, les prisonniers de guerre allemands, ottomans, bosniaques étaient sous la responsabilité du gouverneur militaire de la Corse et du ministère de la guerre. Mais Henri était en première ligne pour obtenir, puis conserver sur l'île un contingent important de ces prisonniers. Et il gérait le déploiement, décidant lui-même la priorité des chantiers. Henri a été accepté par les Syriens et il a été adopté par eux. Il est invité à assister à une circoncision en ville. Il apprend comment on fait le pardon. Le comité créé avec le concours de Navon, venu spécialement de Paris, je recommence. Le comité créé avec le concours de Navon, venu de Paris spécialement pour aider l'intégration des réfugiés et de leur trouver des emplois, comprend côte à côte des membres adjaxiens et des représentants des réfugiés. D'Ajaccio et ses environs, plusieurs métiers sont représentés sur le comité. Il y a le président du syndicat agricole, puis un architecte, un maître maçon, un cordonnier, un tailleur, un transporteur et un vannier. Les deux représentants syriens sont un dentiste, Abo, et un ajusteur mécanicien, Imo, qui tous deux ont déjà un emploi. Le comité fait le tri de ceux qui exercent déjà un métier et ceux qui auront besoin d'une formation. Il semble que cette campagne de placement et de stage ait bien fonctionné, car dans les archives, aucun rapport ne signale de difficultés, seulement quelques rares plaintes de concurrence déloyale, ce qui témoigne plutôt de l'efficacité en affaires des Israélites. Les Juifs qui resteront à Bastia à la fin de la guerre seront indépendants financièrement. Ce sont pour beaucoup des petits commerçants. J'ai déploré avant le fait de ne pas avoir trouvé les fiches individuelles qui m'auraient renseigné, par exemple, sur le village d'origine, la profession de chacun. Une source nous apprend néanmoins que le groupe passé en Crète comportait des cordonniers, menuisiers, tailleurs, orfèvres, boulangers, bouchers, pâtissiers, épiciers, muletiers, colporteurs, agriculteurs et les rabbins. Nous n'avons que 2 listes nominatives établies tardivement. Les listes se sont allongées pour comprendre plus de 800 noms. Une liste pour Ajaccio et l'autre pour Bastia apparemment. Les familles sont structurées père, mère, avec nom de jeune fille, à l'âge de chacun, puis les enfants aussi en ordre d'âge. La communauté comportait presque 200 enfants âgés de 2 à 12 ans. Ils étaient logés par dortoir au grand séminaire ou chez l'habitant. Il fallait scolariser ces enfants sans oublier les lycéens, les lycéennes et les adultes. Amédée Talamas, vice-recteur de l'Académie corse, sera chargé d'organiser l'éducation des réfugiés.
Talamas est vice-recteur, non pas parce qu'il est le numéro 2 de l'éducation en Corse, non, à cette époque, la Corse dépendait du rectorat d'Aix en Provence. Talamas était donc responsable du vice-rectorat de la Corse. D'un milieu modeste, Talamas se distinguera au lycée de Versailles, puis au lycée Henri IV, où il est reçu premier à l'agrégation d'histoire. Sa carrière d'enseignant comprend des séjours comme professeur à Saint-Quentin, Amiens et Vanves, avant d'être nommé au lycée Condorcet à Paris fin 1902. C'est un homme remarquablement intelligent, travailleur, analytique, pragmatique, mais il serait sans doute passé presque inaperçu s'il n'avait pas eu des affaires Talamas. Contesté par l'extrême droite pour sa façon, en pleine discussion de la laïcité, d'enseigner Jeanne d'Arc en pressant le Front National et Le Pen, il a osé parler des hallucinations de Jeanne d'Arc dans un cours intitulé Jeanne d'Arc, Histoire et légende. Pour son scepticisme, il est agressé dans la presse, insulté et attaqué même physiquement. Ses cours libres à la Sorbonne sont annulés et enfin il s'éclipse, disparaît. L'histoire officielle ne raconte pas son exil en 1915 en Corse, ni ses difficultés initiales. Le Bastia Journal menacera le gouvernement de troubles graves dans l'île si le ministère de l'Instruction publique persiste dans son intention de nommer Talamas à Ajaccio et s'oppose même à son débarquement sur le port de Bastia. La caricature que vous voyez ici au milieu montre Talamas applaudi par les Juifs et les francs-maçons. Ce qui me fait croire, c'est pour ça que j'en parle longuement, qu'il était juif. On y ironise sur son patronyme, Talamas, tellement français. En fait, c'est un nom qui se trouve majoritairement dans le sud-ouest de la France, mais aussi en Espagne et à une époque aussi en Algérie, ce qui suggère une origine juive séfarade. Et cela expliquerait peut-être pourquoi Talamas épouse la cause des Juifs syriens en Corse, s'engageant à leur côté avec toute son intelligence et son énergie. Talamas soumet au préfet un rapport concernant ces réfugiés dans leur ensemble. En préambule, il donne ses observations personnelles, ses premières impressions qui sont très favorables. Il parle d'une réelle ouverture d'esprit, d'une capacité d'évoluer, une volonté d'adaptation et d'assimilation. Il donne un avis aussi politique. Il considère que favoriser cette colonie peut contribuer à l'avancement des intérêts de la France au Moyen-Orient. On peut même se demander si Talamas n'avait pas un pressentiment et le désir que cette communauté s'installe définitivement en France. Son rapport vient appuyer et justifier sa demande d'engager des frais d'employer du personnel enseignant et administratif pour encadrer les réfugiés enfants et fixer les salaires. Alors que pour les réfugiés serbes, on va recréer à l'identique l'enseignement de leur patrie, Talamas, lui, veut traiter les Syriens comme des petits Français, sauf en ce qui concerne l'enseignement de l'hébreu. Les enfants plus âgés fréquenteront les lycées corses et les adultes ne parlant pas français seront initiés à cette langue immédiatement. Voici les 3 classes d'enfants à Ajaccio. Pour la maternelle, la classe est mixte. Les uniformes ou les tissus pour leur confection ont été fournis gratuitement. Les enfants portent leur uniforme fièrement en public, notamment aux grandes occasions, par exemple le défilé du 14 juillet, où ils sont à l'honneur.
le dernier aspect que j'évoque de la vie à Ajaccio, c'est la santé et l'hygiène. Et 2 mots concernant l'hôpital militaire d'Ajaccio. Des femmes écossaises, médecins et infirmières, frustrées dans un monde masculin de ne pas être admises dans l'armée britannique pour y soigner les blessés, avaient créé une organisation parallèle, the Scottish Women's Hospitals. Émanation du mouvement des suffragettes, cette organisation enverra des hôpitaux sur le front. En France, il y en a eu plusieurs, en Russie, en Serbie et à Malte. Un de ces hôpitaux mobiles, d'où, belle revanche, l'homme était quasi banni, soignait les Serbes à Salonique, puis les a accompagnés en Corse. À Ajaccio, les Écossaises, plus d'une centaine, soignent avec dévouement non seulement ces Serbes, mais également la population corse et bien entendu les réfugiés israélites. Des Maghrébins résidant à Tibériade, évacués par la France et soignés par les Écossaises, surprenante et inattendue manifestation de la coopération internationale. Le préfet désigne aussi aux réfugiés syriens un médecin le plus compétent de la ville. À Ajaccio, les maisons n'avaient pas encore l'eau courante. Le long des axes principaux, l'eau arrivait au pied de certaines maisons privilégiées, mais en général, la corvée de l'eau existait encore. La plupart du temps, c'étaient les femmes qui se rendaient à la fontaine, remplies à des cruches et des seaux. Elles profitaient souvent du déplacement pour laver le linge de maison et les vêtements au lavoir qui se trouvaient comme les bains publics au même endroit. La mairie d'Ajaccio a alloué aux réfugiés syriens des créneaux horaires pour prendre leur bain. La dépense en était à la charge de la ville. Ces dépenses comprenaient les salaires du personnel, etc., mais surtout le coût du charbon pour chauffer l'eau. Le respect des horaires était important car on ne pouvait pas chauffer tout le temps. Dans un premier temps, pour les Syriens, les bains se passaient plutôt mal. Ils ne se présentaient pas aux heures convenues, ils voulaient y rester des heures, et certains d'entre eux ne comprenaient pas la destination des lieux et l'utilité du mobilier particulier. Ils faisaient leurs besoins dans les crachoirs et dans les cabines. Le budget charbon a bien entendu explosé, mais après avoir sermonné les indisciplinés, tout rentre dans l'ordre et pour répondre à la forte demande, de nouvelles installations, cabines et baignoires seront installées. Très vite, on constate que les Algériens et les Marocains forment 2 groupes distincts à l'intérieur de la communauté et que ces 2 groupes ne s'entendent sur rien. La constitution des comités, l'hiérarchie des rabbins, etc. On s'insulte, on vient à se battre même. Les Marocains, semble-t-il, sont les plus turbulents et la décision prise en février, 2 mois seulement après leur arrivée en Corse, de les envoyer à Bastia, 180 personnes menées par le rabbin Salomon ben Samoun. À Bastia, les Marocains sont accueillis par une petite colonie de Juifs déjà constituée et organisée autour d'une synagogue improvisée. Je ne vais pas m'attarder plus loin autour des réfugiés bastiais qui vont simplement reproduire ailleurs et plus ou moins à l'identique l'expérience de leurs frères algériens à Ajaccio. Des 2 côtés, après des débuts nécessairement difficiles, la routine s'installe et les Israélites coexistent avec la population corse sans pour autant fusionner, sans être totalement assimilés. Pas de tension, pas de concurrence, seulement la différence de religion les garde un peu à distance. Le 11 novembre 1918, l'armistice est signé, la guerre est finie, l'heure du retour au pays
a peut-être sonné. En effet, pour quelques-uns, l'heure avait sonné. Suite à la signature d'une convention bilatérale, tous les internés civils, allemands et français, sont libérés en juillet 18 et rentrent au pays, donc quelques mois avant l'armistice. Les internés civils autrichiens suivent un mois plus tard, mais il faudra attendre jusqu'à un an pour conclure des accords pour le rapatriement des ressortissants des nouveaux États créés par la dislocation de l'Empire austro-hongrois. Et il faudra un an aussi pour instruire les dossiers des quelques internés qui souhaitent rester en France ou en Corse. Les prisonniers de guerre rentreront chez eux dès la fin des hostilités, privant la Corse du coup d'une ressource qui avait permis à l'île de construire et améliorer ses routes, de faire avancer les travaux d'assainissement et de garder l'agriculture à flot. Les réfugiés serbes commencent à partir dès que leur pays est libéré, les fonctionnaires d'abord, appelés pour remettre la Serbie en état de fonctionner, puis les civils. C'est plus compliqué pour les réfugiés syriens. Vers la fin de la guerre, la France avait voulu mobiliser un certain nombre d'entre eux, les enrôler dans l'armée. Après tout, ils avaient la nationalité française. Cela avait créé un tollé, les Syriens estimant que la guerre leur avait déjà coûté assez cher. Et pour éviter cette mobilisation, des réfugiés avaient adressé à la préfecture des demandes de rapatriement vers le Maghreb. Heureusement pour les réfugiés visés, l'armistice est signé et ces gens faisant volte-face plaident alors pour leur maintien en Corse. La situation en Palestine, où l'Angleterre a maintenant un mandat, n'est pas stabilisée. Puis personne ne veut épauler financièrement leur rapatriement. Mieux vaut peut-être, se disent-ils, combattre la grippe espagnole en 1918 et 19 en Corse, plutôt que de faire face aux incertitudes en Palestine. Finalement, l'embarquement à Ajaccio n'aura lieu que le 4 août 1920. Il faut mettre au conditionnel l'affirmation ici que 250 Israélites ont préféré rester à Bastia. Selon certaines sources qui semblent bien informées, seules quelques familles élisent domicile à Bastia en 20 et il faut attendre 10 ans pour que d'autres, déçus par les conditions violentes en Palestine et nostalgiques des années de la Grande Guerre à Bastia n'y reviennent. En tout cas, entre les deux guerres, la communauté juive reconstituée à Bastia est prospère. Son effectif est en constante augmentation. On l'estime à 80 familles au moins. En 1934, le nouveau rabbin Meir Toledano inaugure une nouvelle synagogue pour remplacer les deux existantes. Puis arrive la Seconde Guerre mondiale. Sous Vichy, la Corse connaît une occupation massive italienne. 85 000 hommes de troupes pour une population insulaire de seulement 220 000. L'occupant ne s'acharne pas particulièrement contre les Juifs jusqu'au moment où ils sont rejoints par 15 000 soldats allemands. Sous la pression allemande, les Italiens arrêtent 60 chefs de famille et les internent, les tiennent en otage, les cachent, comme vous préférez, à Ascq, petit village en haute montagne où ils sont hébergés par l'habitant et passent inaperçus alors que leurs familles restées en ville ne sont pas inquiétées. Et aucune vie juive ne sera perdue, aucun juif ne sera envoyé de Corse vers les camps de concentration. Ce fait historique qui a fait naître une polémique autour de la Corse, île des Justes, a inspiré plusieurs publications. Je vous donne ici sur l'écran quelques références si vous voulez approfondir cette question.
Ma liste n'est pas exhaustive. L'article par Florence Berceau, paru sur le titre « Une escale dans la tempête » dans Archives juives en 2005, et un documentaire filmé d'André Campana et de sa fille me semblent les plus sérieux. Le nouvel État d'Israël tend les bras. Il est bien tentant pour les jeunes, deuxième ou troisième génération en Corse, de se joindre à l'exode. La vie à Bastia n'a rien d'excitant. Les jeunes partent de toute façon par faire leur éducation à une université à Paris ou Aix, puis chercher sur le continent un boulot si difficile à trouver en Corse. Partir rejoindre un nouvel État comporte des risques aussi, mais en Israël, tout est à faire. C'est un pays plein d'opportunités. Et la nomination au gouvernement de Ben Gurion de Jacob Moïse Toledano, beau-frère et cousin de leur rabbin à Bastia, semble représenter sans doute pour ces jeunes aventuriers un encouragement, un garant. Le départ de la jeunesse des plus hardis fait accélérer le déclin de la communauté restée en Corse et rend sa disparition à terme assez probable. Et cette communauté aujourd'hui, il y a 15 ans, on comptabilisait une vingtaine de familles. En 2020, il doit en avoir beaucoup moins. Les rares commerces israélites sont tenus par des personnes âgées et sont comme vous voyez, d'une autre époque. Je me suis amusé à chercher dans un annuaire téléphonique récent les noms des familles recensées en 1916. Sous Bastia, j'ai trouvé quelques concordances, une douzaine que j'ai soulignées ici en rouge. J'ai rencontré Daniel Bueno, qui représente avec courage ses amis et coalitionnaires à Bastia. Il fait fonction de rabbin, il n'y en a plus depuis le décès de Toledano en 1970. Bueno est venu à une conférence que j'ai donnée à Bastia. Il s'est présenté, je ne le connaissais pas, et il a participé activement au débat qui a suivi. Il y a des familles qui sont parties en France continentale ou plus loin, mais qui restent attachées à la Corse et reviennent régulièrement en vacances ou pour saluer quelques amis ou cousins. C'est une joie, une grande satisfaction, croyez-moi, lorsque nos recherches aboutissent et conduisent à rencontrer ces personnes en chair et en os. Leur existence est la preuve que cette histoire qu'on raconte n'est pas une fiction. Au cours de mes recherches, j'ai eu donc l'honneur et le bonheur de découvrir les frères Guy et Benny Sabag, qui, avec le centre Edmond Flegg à Marseille, cercle généalogique comme le vôtre, ont mis sur pied une exposition itinérante concernant la communauté bastiaise. Les Sabag sont nés dans cette communauté, mais ils ont préféré la vie à Paris, les opportunités professionnelles en Corse étant trop limitées. De même, je rencontre avec plaisir les sœurs Imo et j'assiste lorsque l'occasion se présente aux concerts qu'elles animent. Et je pourrais en citer d'autres, bien entendu. Voilà les personnes que je viens de, certaines des personnes que j'ai citées. Et c'est comme ça que j'arrive à la fin de ma présentation, mais conscient que je n'ai pas laissé beaucoup de place aux 4500 réfugiés serbes, je termine en vous donnant en 2 minutes un résumé de leur parcours. À l'automne 1915, les armées austro-hongroises et bulgares sont venues à bout de leurs voisins courageux au sud et toute la population serbe, du roi jusqu'à son peuple, tous ceux qui peuvent, est contraint à fuir. Des centaines de milliers de Serbes survivent la traversée meurtrière des montagnes enneigées et arrivent à la côte albanaise et à Salonique. La Russie, alors, prévient la France que si la République ne s'occupe pas de cette humanité en détresse, elle, la Russie,
quittera l'Alliance. La France n'a donc aucune alternative et transporte les pauvres Serbes en France. Ainsi, les 4500 réfugiés serbes qui, accompagnés de leurs soignantes écossaises, comme nous avons vu, arrivent à Ajaccio, ne représentent qu'une faible partie d'une population qui est dispersée sur tout le territoire français. Très bien accueillis en Corse, comme les Syriens, les réfugiés débarquent par vagues successives entre janvier et mars 16. Mais la France ne voulait rien faire pour encourager les Serbes en trop grand nombre à s'intégrer et à rester en France à la fin de la guerre. La Corse se comporte donc avec les Serbes en conséquence. 2 exemples seulement, une nouvelle formule sera expérimentée dans des villages de Boccognano, Uciani et Piana, où des colonies de 100 à 120 personnes sont créées. Des îlots où la vie et la culture serbe sont soigneusement préservées. Dans les ateliers, les Serbes confectionnent des articles de l'artisanat de leur pays. On leur attribue des églises et chapelles où leur peuple célèbre les offices avec le rite orthodoxe. Le préfet invite les Serbes à des réceptions à la préfecture où le costume traditionnel est de mise. Puis l'enseignement donné aux enfants et l'enseignement serbe à partir de livres de classe en langue serbe, très difficile à se procurer d'ailleurs, dans des écoles créées spécialement. On ne leur apprend pas le français. Et de ce fait, à la fin de la guerre, les Serbes, très satisfaits de leur séjour, malgré tout, quitteront la Corse jusqu'au dernier. Voilà, j'ai terminé et je vous remercie beaucoup. Merci, cher Simon, pour cette conférence si précise et si intéressante. Merci beaucoup.